Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'invité de l'histoire, notre programme, bien sûr, puisque vous contribuez de plus en plus d'ailleurs à le construire par vos contributions à travers nos lieux d'échange, par mail, à travers les réseaux sociaux, où on vous invite, parce que nous avons une page notamment sur Facebook, l'invité de l'histoire Télé-Sud, qui est de plus en plus vivante. Venez nous retrouver pour qu'on construise cette émission ensemble. Comme on dit chez nous, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Cette émission, c'est votre bébé, c'est celle que nous faisons ensemble maintenant depuis un petit peu plus d'un an. Le temps passe. Donnons-lui, souhaitons-lui que l'enfant continue de grandir, d'autant plus que elle a pour but, vous le savez, de parler de notre histoire, de l'histoire de nos pères. Un peuple a besoin de cela, de sa mémoire. Ce n'est pas seulement de l'histoire, parce que derrière l'histoire, il y a des leçons que nous pouvons tirer en termes de gestion de la société aujourd'hui, en termes politiques, peut-être aussi en termes un petit peu oubliés parfois. C'est quoi la spiritualité, sinon de se déterminer par rapport à un itinéraire et un horizon sur la base de valeurs qui se sont cristallisées, accumulées au fil du temps. C'est un peu ça aussi le sens de cette émission, l'invité de l'histoire qui parle de l'Afrique, de ses héros, des peuples noirs d'Afrique et d'ailleurs, ceux qui sont partis, ceux qui sont restés, pour reconstruire une passerelle, pas simplement géographique et historique, mais aussi au niveau de notre conscience de nous-mêmes. Aujourd'hui, nous aurons une leçon à tirer sur un sujet très important que pour certains, on a parcouru à l'école, en 4e, en 3e, l'Éthiopie. Maintenant, je sais que c'est passionnant pour tous ceux qui s'intéressent à l'Afrique glorieuse. Mais il faut revenir à l'Afrique actuelle qui a peut-être besoin de regarder une réalité beaucoup moins glorieuse, justement, et s'inspirer de ce que d'autres ont fait. Le 1er mars, puisque nous avons une date à faire vivre aujourd'hui, à quelques 2 jours près, on y était, le 1er mars 1896, dans la région d'Adoua, un pays appelé Éthiopie, mais bien avant, c'est toute l'Afrique noire qui était Éthiopie, puisque l'Éthiopie en grec ancien, en grec, signifie simplement la terre des Noirs, le pays des Noirs. Le 1er mars 1896, donc, conduite par celui qui était le Négus, le roi, l'empereur, appelez-le comme vous voulez, le chef Ménélique II, conduit son pays à une victoire historique contre une nation occidentale, c'était donc l'Italie. Nous allons comprendre comment est né ce conflit, pourquoi, juste une dizaine d'années à peine après la conférence, la fameuse de Berlin, quels étaient les enjeux, les acteurs, pourquoi l'Éthiopie a gagné la guerre, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et peut-être des leçons à tirer pour demain. Mais l'écart s'est peut-être creusé aussi. Enfin, ça dépend sur quel plan. Sur le plan intellectuel, je pense que non. Vous aurez l'exemple tout de suite avec mon invité, Monsieur Okemba Muchongu, j'aime bien vous appeler. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Vargas. Bienvenue dans notre émission où vous revenez, parce que vous l'avez mérité pour la seconde fois. La première fois, vous nous aviez parlé de l'identité africaine. Vous êtes juriste et politologue, je dis ça globalement, vous allez le dire mieux que nous. Vous vous occupez d'une association qui promeut la mémoire, qui nourrit la mémoire africaine du côté d'Amiens, dans le nord de la France, qui s'appelle Impronord, si je ne m'abuse, et qui a notamment un projet par rapport à la mémoire du Congo. Expliquez-nous sommairement qui vous êtes, ce que vous faites, ainsi on assoit votre autorité, et puis on continue notre émission. Alors, je suis politologue et analyste des politiques publiques de formation. Donc, comme vous l'avez souligné, Impronord est une association qui est basée en France, mais c'est une association internationale, c'est pas une association régionale, et elle a pour objet donc le partage du savoir, la lutte contre les discriminations. Et c'est à ce titre que nous avons mis en place un projet depuis 2005 qui s'intitule Congo Square, qui n'a rien à voir avec le pays dont je suis originaire, le Congo-Brazzaville. Congo Square, en fait, est un projet qui consiste à financer la construction d'un mémorial dédié à tous les héros noirs issus du continent africain, mais également de sa diaspora dans le monde entier. Ce mémorial va mettre en valeur et rappeler les contributions immenses que l'Afrique a apportées à l'humanité à travers 3 domaines spécifiques. Les grands combats pour la liberté, les inventions scientifiques et la musique, globalement. Voilà. Très bien. Ça, c'est pour l'homme de la mémoire.
et il nous sera très utile aujourd'hui, le juriste et le politologue aussi, pour comprendre ces traités qui conduisent parfois à des guerres surprises pour nos États, sauf que là, Ménélique était prêt. Il s'était préparé, c'est peut-être la première leçon. On va faire une première virgule, puisque le juriste aussi va nous aider à décrypter ce document juridique. Je ne vais pas faire dans la surenchère, mais voilà, vos humanités plaident pour que vous décryptiez tout cela. On ne va pas refaire la guerre, on n'en a pas besoin, mais il semble bien que l'histoire des peuples s'est ainsi construite. Au moins, il faut peut-être savoir la préparer. Bref, revenons à notre chère bataille d'Adwa. Et le titre de notre émission, pour redevenir un petit peu plus sérieux, les leçons de la bataille d'Adwa. D'abord, la bataille d'Adwa, c'est quoi? Pourquoi on appelle la bataille d'Adwa? Parce que c'est une bataille qui s'est déroulée à Adwa, donc, qui est une localité située en Éthiopie. Mais avant de parler de cette bataille, il serait nécessaire, il serait même vital, de contextualiser cette bataille à la fois pour des raisons historiques, mais aussi pour des raisons géopolitiques. L'Éthiopie se trouve à cette époque être l'unique pays africain, en dehors du Libéria, mais on peut contester la création du Libéria, mais enfin, c'est l'unique pays avec le Libéria qui n'a pas encore ou n'a pas du tout subi de colonisation extérieure. Donc l'Éthiopie est un pays indépendant. L'Éthiopie est le seul pays africain qui n'a pas subi de colonisation. Non pas qu'il n'y ait pas eu de velléité, mais jusqu'à présent, elle a résisté à toutes les invasions, elle a résisté à toutes les tentatives hégémoniques extérieures pour subsister. Et donc, à cette période, l'Éthiopie sort d'une période qu'on appelle donc en amharique le Zemene Mensafet, c'est-à-dire la période des juges, l'ère des princes, où le pouvoir central n'avait pas la main mise sur la gestion du pays, mais c'était plutôt des princes, des chefs de guerre, des seigneurs de guerre, comme on l'a vu en Chine, d'ailleurs à la même période, donc au XIXe siècle. Je vous interromps 2 petites secondes, c'est très intéressant, c'est juste pour clarifier encore plus. La période dont nous parlons, disons, c'est la deuxième moitié du 19e siècle. Tout à fait. On dit 19e siècle, c'est 1850, disons, grosso modo à partir de là, jusqu'à la fin, jusqu'à l'année 1900, grosso modo, où l'Éthiopie non seulement est indépendante, mais va aussi consolider son unité politique, absolument, etc. Absolument. Et donc, c'est sous la houlette de l'empereur Théodoros II, que l'Éthiopie va consolider cette unité. Et l'empereur Théodoros va mettre fin à cette période des princes, cette période des juges, où l'Éthiopie n'avait pas un pouvoir central fort. Et donc le pouvoir central fort va être mis en place par cet empereur, et ce travail va être poursuivi par son successeur, notamment en la personne de Johannes IV, et le travail de Johannes IV va encore être renforcé par le travail de Ménélique II, empereur d'Éthiopie. Et donc ça, c'est pour situer le contexte de la bataille d'Adwa au niveau local. Au niveau de la sous-région, depuis très longtemps, l'Éthiopie est, pour ainsi dire, enclavée au nord en raison de la présence musulmane de l'Égypte des Mamelouks, donc l'Égypte ottomane. Nous savons que l'Égypte a exercé une influence très très importante dans le sud de son territoire, le Soudan. Et donc l'Éthiopie, au nord, est bloquée dans son accession vis-à-vis de la mer Méditerranée. Donc, l'Éthiopie n'a pas accès à la mer Méditerranée sans passer par l'Égypte. Donc, c'est problématique. Au nord, tout le nord de l'Afrique est occupé par l'Empire ottoman, qui a succédé donc aux différents califats qui ont pris possession de ces territoires. Et à l'est, donc la Corne de l'Afrique, donc la mer Rouge, à cette époque, il n'y a pas encore accès de la mer Méditerranée à la mer Rouge. Il n'y a pas le détroit, le canal de Suez. Le canal de Suez qui va arriver et qui va jouer un rôle très important d'ailleurs dans notre histoire, puisque en 1869, sous la houlette de Ferdinand de Lesseps et puis donc des Saint-Simoniens en la personne de M. Enfantin, on va donc construire un canal qui va permettre de relier la mer Méditerranée à la mer Rouge. Et donc, sachant qu'à cette époque, donc l'Empire britannique exerçait une prépondérance sur les mers, donc c'était un outil stratégique très très important pour permettre... Et au Moyen-Orient à la fois donc le contrôle de l'Orient à travers donc la route qui permet donc d'acheminer les marchandises et donc des troupes. Et donc l'Éthiopie va se retrouver dans une situation où elle va avoir le sentiment
d'être menacée sur son flanc oriental, à partir de la mer Rouge, et elle va créer un glacis protecteur pour empêcher son territoire d'être envahi. Donc c'est la raison pour laquelle elle va mener des actions vis-à-vis donc la partie donc orientale de son territoire pour se protéger. Et malheureusement, ça ne va pas suffire puisque les Italiens, avec l'aide des Anglais, vont s'installer sur la côte orientale de l'Afrique, donc la Corne de l'Afrique, donc l'Érythrée et donc la Somalie. Et donc à cette période, un traité va être signé. Avant le traité, vous nous avez rappelé le contexte intérieur éthiopien et à ses frontières, bloqué par l'Égypte ottomane, sous domination ottomane, turque, comme on dit rapidement aujourd'hui. Et donc l'Égypte, c'était pas l'Égypte actuelle, c'était une espèce de vassal qui appliquait la politique ottomane. Tout à fait, l'Égypte était dominée par les Turcs. Donc les Arabes n'avaient aucune force depuis très très longtemps, depuis l'avènement des Mamelouks qui ont régné sur l'Égypte. Alors, vous parlez sur sa côte est des Italiens et des Anglais, entre la Somalie et l'Érythrée. C'est important de préciser comment ils arrivent là. Nous sommes à peu près vers la fin, justement, de cette moitié du 19e siècle. Il s'est passé un événement très important. En 1885, à Berlin, on va voir une vidéo, c'est une fiction, mais qui nous plonge dans l'ambiance de ce que ça a pu être la conférence de Berlin. Alors, cette vidéo, elle n'est pas prête, hélas, pour nous. Mais bref, il y a la conférence de Berlin. Il y a la conférence de Berlin, donc, qui est un élément clé pour comprendre les enjeux géopolitiques de l'époque. Conférence de Berlin qui va réunir les puissances occidentales, y compris l'Amérique, qui était invitée, et la Turquie, qui était aussi invitée. Donc tous les pays occidentaux sont là, les pays européens sont là, y compris l'Italie, à Berlin. Et donc pendant 4 mois, pendant plus de 4 mois, les Européens vont décider du sort de l'Afrique. Et donc les débats vont être ardus, puisque le continent africain, après les différentes abolitions de l'esclavage qui ont permis, entre guillemets, d'arrêter la saignée que le continent africain a subie pendant 4 siècles, les Occidentaux vont décider d'exploiter directement l'Afrique, y compris les hommes et les ressources immenses que recevait ce continent. Je résume, les Occidentaux se partagent l'Afrique et l'Italie est un petit peu en retard parce qu'elle-même, elle est en train de construire son unité intérieure qui va intervenir seulement en 1870, il me semble, et le temps de consolider tout cela, elle est un peu en retard dans la logistique, donc elle arrive un peu, avec quelques temps de retard. On s'est réparti le gros du gâteau en Afrique centrale et partout en Afrique de l'Ouest. Et il reste cette région qui a toujours résisté depuis très très longtemps. De toute façon, l'Éthiopie, c'est l'une des plus vieilles nations du monde, sinon la plus vieille d'ailleurs. Absolument. Et qui a gardé une unité culturelle, spirituelle, ce qui sans doute a joué beaucoup dans la suite des événements. Mais c'est là que l'Italie est obligée d'aller prendre une petite part de gâteau à travers un petit traité, le traité de Wuchale. Oui, mais avant de parler de l'Éthiopie, il faut parler des visées que l'Italie avait vis-à-vis de la Tunisie, mais elle a été dépassée par la France, et ensuite elle va se rattraper sur la Libye, et donc après la défaite qu'ils vont subir en Éthiopie. Mais revenons à l'Éthiopie. Le traité de Wuchale, c'est le document clé dans cette histoire. Le 2 mai 1889, donc après une série de victoires de l'Éthiopie sur l'hégémonie de l'Égypte. L'Égypte qui était l'allié objectif de la puissance britannique, puisque après l'invasion de l'Égypte par la France de Napoléon Bonaparte, les Anglais vont s'immiscer dans les affaires égyptiennes, puisque les Français seront vaincus par les Égyptiens, par les Anglais. Et donc une dynastie va s'installer, c'est le Khedive, donc les descendants du vice-roi Mehmet, qui donc sont des Turcs. Et donc ces Turcs vont tenter de s'emparer de l'Éthiopie. Et donc en 1800, donc avant d'arriver à la bataille d'Adwa et du traité de Wuchale en 1889, il faut parler donc de la bataille qui a opposé donc l'Égypte ottomane, enfin l'Égypte, le Khedive, puisqu'après ça a devenu le sultanat avec notamment Farouk, etc. Donc le Khedive de l'Égypte va envoyer des troupes qui vont avoir la particularité de réunir des Occidentaux
puisque vous avez des Danois, vous avez des officiers danois, vous avez même un officier qui est issu de la guerre de sécession. Plusieurs officiers issus de la guerre de sécession, donc des confédérés, donc des gens qui ont combattu le nord des États-Unis, qui voulaient maintenir l'esclavage dans le sud des États-Unis, et donc en la personne donc du fameux colonel, c'était d'ailleurs le plus jeune colonel de l'armée américaine en 1856, donc avant la guerre de sécession. Donc ce colonel, Monsieur Loring, va participer à plusieurs batailles en Europe, notamment il va faire ses classes également en Crimée, il va venir donc exercer ses talents militaires au profit de l'Égypte contre l'Éthiopie. Et donc ils vont être vaincus par les Éthiopiens en 1875 à la bataille de Gundat. Après la bataille de Gundat, qui avait terni l'image de l'Égypte, puisque l'Égypte avait des prétentions hégémoniques très très puissantes. Donc cette image va être ternie par la défaite que va infliger l'Éthiopie à l'Égypte pendant la bataille de Gundat en 1875. Et en 1876, le Khedive va envoyer des troupes supplémentaires parce qu'il s'est dit, bon, si on a été vaincu par ces Africains, puisque les Turcs ne sont pas des Africains, si on a été vaincu par ces Africains, c'est parce que on était numériquement inférieur. Donc il va augmenter les troupes et il va équiper, puisque son armée était équipée des dernières armes que l'Éthiopie ne possédait pas. Et puisque je rappelle que la bataille de Crimée, qui a eu lieu quelques années auparavant, a complètement changé la donne au niveau militaire, au niveau planétaire. Donc vous aviez des armes modernes qui n'existaient pas, par exemple les munitions, le double canoncier, etc. La Crimée etc. qui revient dans l'actualité aujourd'hui, c'est juste une parenthèse. Comme quoi l'histoire se répète souvent. Continuez. Tout à fait. Et donc pendant cette bataille de Crimée, donc la guerre va être modernisée à la fois au niveau de l'artillerie, au niveau donc des fusils qui n'étaient plus chargés à la bouche mais chargés à la culasse, avec donc des rayures au sein dans le fusil pour permettre aux balles d'être très précises et d'avoir une portée plus puissante et plus percutante. Donc ces armes vont être utilisées par l'Égypte avec des commandants, des officiers occidentaux qui coachaient donc l'armée égyptienne pour combattre l'Éthiopie. Donc à 2 reprises, l'Éthiopie va vaincre ses armées. Donc en 1875, 1876, la bataille de Goura. Et ça va susciter une telle honte en Égypte que le Khedive va donner comme instruction à la presse de ne surtout pas parler de cette bataille parce que c'était vraiment terrible. Et donc après la bataille du Goura, vous avez la bataille de 1885, la bataille de Koufit, où l'Éthiopie va encore vaincre l'Égypte. Après la bataille de Koufit, vous avez en 1887 la bataille d'Ogali. En 1889, la bataille de Matama, où l'empereur Yohannes va mourir, malheureusement. Et en 1889, c'est que le traité va être signé. Donc l'Europe est au courant de ce qui se passe en Éthiopie. On est au courant qu'il y a une nation. C'est une nation qui est très très forte. Donc le 2 mai, le roi d'Italie, donc Umberto Ier, à travers ce traité, va dire ceci, donc je vais vous lire un extrait. Sa Majesté Humbert Ier, le roi d'Italie, et Sa Majesté Ménélique, roi des rois d'Éthiopie, dans le but de rendre profitable et durable la paix entre les 2 royaumes d'Italie et d'Éthiopie, ont décidé de conclure un traité d'amitié et de commerce. Donc le but du traité, c'est le commerce et l'amitié. Mais en réalité, il n'est nullement question d'amitié dans l'esprit des Italiens. En fait, c'est le piège qu'on a tendu à plusieurs. On connaît l'histoire dans un pays que je connais bien qui s'appelle le Cameroun avec le traité Germano-Douala de 1884. En fait, il y a 2 versions. Une version en italien et une version dans la langue éthiopienne, l'amharique, et qui va être contestée par la suite par les Italiens qui disaient « mais non, c'est pas ce qu'on disait ». Et Ménélique de dire « c'est pas ce que moi j'ai signé ». Oui, et d'ailleurs c'est très intéressant parce que au niveau des relations internationales, c'est une leçon importante. Donc il suffit pas. Puisqu'on est là sur les leçons. Il suffit pas de parler la langue de l'étranger, mais encore faut-il décoder. Savoir décoder au-delà des mots. Mais là, en l'espèce, il s'agissait donc d'une langue totalement étrangère que Ménélique ne comprenait pas. Donc Ménélique ne va pas signer le traité. Il refuse. Il refuse de signer un traité dans une langue qu'il ne comprend pas. Et donc, le traité tel qu'il a été écrit en amharique, donc la langue qui va être popularisée à cette période, puisque le guèze était la langue liturgique, la langue qui était utilisée en Éthiopie. Donc, une délégation conduite par le cousin de Ménélique, donc le Ras Makonnen,
le père du futur Haïlé Sélassié. Chef des armées, très... Il était ministre des Affaires étrangères, donc il y avait une grande complicité entre les deux hommes, et ça va jouer un rôle très important. Donc Ras Makonnen va conduire une délégation qui va se rendre à Naples pour que le traité soit validé par le Parlement italien. Et je rappelle qu'à l'époque, l'Italie est gouvernée, enfin le Premier ministre italien, celui qui est au gouvernement, à la tête du gouvernement italien, c'est Francesco Crispi. Alors Crispi a la particularité d'être un disciple de Mancini Giuseppe, qui est un grand spécialiste des mouvements révolutionnaires et qui était la bête noire de Metternich, qui dans ses mémoires raconte que Napoléon Bonaparte, ce grand soldat qu'il a réussi à combattre, et il a réussi à réunir des empereurs, des rois, des papes dans des missions très très compliquées, mais celui qui n'a pas réussi à maîtriser, c'est Mancini. Donc Mancini, c'était une personne qui était très roublarde, très rusé et expert dans les mouvements révolutionnaires. Donc Mancini a pour disciple Crispi. Et Mancini est souvent cité par les Italiens, notamment le philosophe du fascisme italien, donc Monsieur Gentile, qui dit que après Mussolini, c'est Mancini qui est le plus cité dans le fascisme. Donc pour comprendre donc la psychologie dans laquelle vit l'Italie, donc vous avez donc des personnes qui ont des visées hégémoniques, qui va se poursuivre d'ailleurs plus tard. D'ailleurs, oui, bien sûr. Et donc lorsque... C'est dans toute l'Europe d'ailleurs à cette période. Absolument, absolument. Oui. Que ce soit Bismarck... Ça a été consacré par Berlin en 1885. Donc lorsque la délégation de Ras Makonnen arrive en Italie, ils ne savent pas que dans le traité, dans la version italienne du traité... l'article 17. L'article 17 dispose que dans les relations avec les puissances étrangères, c'est l'Italie qui s'occupe pour l'Éthiopie de gérer donc ces questions-là. Ce qui revient de facto à la mettre sous protectorat. Sous protectorat, tout à fait. Et donc c'est d'ailleurs l'argument qui va être utilisé juridiquement pour dire que l'Éthiopie a accepté d'être un protectorat italien. Mais dans la version donc en amharique, la langue de l'Éthiopie, il était nullement question de passer par l'Italie pour traiter avec les puissances étrangères. C'était un traité d'amitié. Ménélique avait précisé, donc avait accepté dans la version amharique que le royaume d'Éthiopie pouvait, donc s'il le voulait, si cela le convenait, si cela était opportun, solliciter l'Italie pour... Comment on peut solliciter son avocat Voilà, pour rentrer en contact, établir des relations diplomatiques avec d'autres puissances. Et donc, c'est en arrivant en Italie qu'un étudiant éthiopien qui vivait donc en Italie va découvrir par voie de presse ce qui se tramait et va tout faire pour alerter la délégation diplomatique en disant attention, ce que vous êtes en train de signer n'a rien à voir avec ce qui a été mis dans le traité en amharique. Et c'est comme ça que le pot rose va être découvert. Et lorsque Ras Makonnen va retourner en Éthiopie, donc il va faire savoir au roi Ménélique la supercherie des Italiens. Et d'ailleurs, à ce propos, l'impératrice, donc Taïtou, était absolument opposée à ce traité, parce qu'elle ne faisait pas du tout confiance bientôt c'est la fête le fameux 8 mars, de nos sœurs, de nos mères, de nos chéries. On va penser à elle à travers cette Taïtou qui est une sacrée femme. Taïtou Betoul, tout à fait. Qui mérite de rentrer dans nos figures. Elle a participé à la bataille. Elle a participé à la guerre, justement, puisque le temps passe vite. Je pense qu'on a expliqué, par rapport à ce qu'on peut faire dans une émission de télévision, le contexte. Contestation par l'Éthiopie de ce traité, quand elle est au courant de toute la supercherie, comme vous nommez si justement ce que ça en était réellement, contestation par l'Éthiopie et l'Italie décide d'utiliser la force, parce que c'est l'Italie qui déclare la guerre. Hein. Tout à fait, l'Italie... Sachant qu'elle était déjà postée du côté de l'Érythrée. Absolument, elle avait réussi à prendre possession de certaines portions de territoire en achetant certaines terres et puis en occupant de fait. Venons-en à cette fameuse guerre. Je vous pose une série de questions. Après, je vous laisse expliquer, puisque vous avez le sens de la pédagogie, ce que j'aime beaucoup. D'abord, la guerre s'enclenche. Comment ? Et qu'est-ce qui va permettre à cette Éthiopie-là, finalement, de gagner cette guerre? Organisation, mentalité, unité, c'est quoi? Dites-nous tout de cette guerre en quelques temps, parce que derrière, on va beaucoup tirer des leçons. Alors, c'est vrai que
Les leçons sont très importantes. Il y a plusieurs raisons qui expliquent la victoire des Éthiopiens vis-à-vis des Italiens. Donc la guerre, les mouvements de troupes des Italiens vont débuter le 7 décembre. Donc le général italien Oreste Baritieri, donc qui avait en charge donc les brigades qui étaient sur le territoire éthiopien, pensait tout naïvement qu'il suffisait qu'il débarque avec donc l'armement, certes très moderne pour l'époque, et 20 000 hommes suffisaient, avec les Askaris, puisque on a souvent tendance... Les Askaris qui sont en fait les troupes auxiliaires, les troupes auxiliaires utilisées dans les armées coloniales, que ce soit par les Italiens ou les Allemands, de locaux, ou en Afrique du Sud, de petites régions en révolte. Voilà, c'est des troupes indigènes donc, qui sont recrutées par les puissances coloniales pour envahir le continent. Et qui connaissent souvent très bien le terrain. Évidemment. Et donc, lorsque les troupes arrivent sur le territoire éthiopien, elles sont persuadées d'avoir la supériorité, puisqu'il y a le complexe de l'occidental sur l'homme noir, qui est réputé inférieur, ils ont la technologie, etc. Et c'est vrai que au niveau de l'armement, il y a un décalage énorme. Mais grâce aux différentes batailles qui ont permis à l'Éthiopie de vaincre l'Égypte donc du Khedive, donc Ismaïl Pacha, à chaque victoire de l'Éthiopie va récupérer les armes. Donc l'Éthiopie va récolter, au cours de ces différentes batailles, menées avec brio par le fameux Ras Alula, l'Éthiopie va récolter des canons, va récolter des fusils, des Remington, donc qui étaient donc la pointe de l'époque, au niveau de la technologie de l'armement, à peu près plus de 13 000 fusils. Mais il faut quand même rappeler que l'Éthiopie n'a pas simplement récupéré un armement à l'issue de ces victoires. Elle s'est préparée économiquement. Elle s'est préparée, mais malheureusement, Berlin, et c'est pour ça qu'il faut vraiment bien contextualiser les choses par rapport à Berlin. À Berlin, les Européens... la vidéo est prête de Berlin ? Les Européens qui étaient souvent étaient souvent en opposition donc en Europe et en dehors de l'Europe vont tout faire pour se mettre d'accord afin de partager l'Afrique sans qu'il y ait de guerre entre eux. Et dans les accords qu'ils vont signer entre eux, ils vont se mettre d'accord pour ne pas que les pays africains puissent disposer des nouvelles technologies de l'armement. Ça continue. Donc, tout l'armement obsolète de la période du début du 19e siècle, les fusils chargés à la bouche qui nécessitent un temps de recharge exorbitants et qui ne sont pas très précis au niveau du tir. Donc ça, c'était interdit aux Africains. Mais il y a quand même toujours la force du commerce, la force capitalistique, parce que l'Italie va quand même payer, enfin l'Éthiopie va quand même acheter des armes chez les concurrents italiens. C'est très intéressant parce que un personnage qu'on n'attendait pas, donc Arthur Rimbaud, donc le fameux poète français, va servir justement, puisque Arthur Rimbaud va quitter la France pour aller dans cette partie de l'Afrique, à Aden, et va être contrebandier justement, puisque les armes ne devaient pas rentrer en Afrique. Donc ça va être vraiment de la contrebande. Et le Ménélique va tout faire pour que les Occidentaux qui étaient installés sur son territoire, donc les missionnaires notamment, fabriquent des armes. Mais malheureusement, ils n'avaient pas de compétences pour le faire et ils vont fabriquer un petit canon, enfin, de l'armement ridicule. Donc, le rapport de force était en défaveur de l'Éthiopie. Mais au cours de son voyage, quand même, le fameux Mekonnen, au cours de son voyage en Italie, qui était ministre des Affaires étrangères, mais on est dans une nation qui a fait la guerre depuis des millénaires, il faut le dire. Et donc, le chef est le chef de guerre. Pas simplement sur le papier, il prend le devant des troupes. Au cours de son voyage en Italie, il a quand même eu le temps d'évaluer en quelque sorte l'armement italien, parce qu'il faisait des démonstrations pour impressionner aussi. Il savait que militairement, enfin au niveau de l'armement, il ne faisait pas le poids. Mais ça ne va pas empêcher donc l'empereur Ménélique de mobiliser ses troupes. D'abord, il faut préciser que lorsque l'Éthiopie va tenter d'obtenir des armes en dehors de la contrebande, va essayer d'obtenir des armes par le biais de la Russie de Nicolas II. Donc l'Angleterre, ne voyant pas d'un très bon œil qu'une cargaison d'armes arrive en Éthiopie, alors qu'elle n'était pas impliquée sur le territoire même, elle n'avait pas d'intérêt en Éthiopie directement. Donc nous voici en pleine guerre, et l'Éthiopie va vaincre comment? Organisation tactique sur le terrain, effort de guerre, comment elle s'organise? Alors, donc l'Éthiopie est un pays centralisé, donc depuis Théodoros, Ioannes, donc ça s'est renforcé.
L'organisation militaire de l'Éthiopie est très particulière, puisque il faut savoir que déjà, j'aurais dû le préciser en amont, lorsque l'Italie va rentrer en Éthiopie, l'Italie va aussi avoir recours à la guerre bactériologique. Ils vont contaminer donc, des troupeaux qui vont donc se répandre dans le territoire, et donc le cheptel éthiopien va être frappé par cette épidémie, et une famine va être créée. Et la famine étant très très lourde sur les populations, et sachant que les populations, enfin l'armée à l'époque, elle était prise en charge par les paysans, tous ceux qui vivaient à la campagne. En fait, il faut préciser que l'armée qui fait face à l'armée italienne, l'Éthiopie lève quand même 100 000 hommes, plus de 100 000 hommes. 100 000 hommes, c'est énorme. Dans 30 000 qui ont des armes. Le reste, c'est des boucliers, c'est des lances. C'est un armement totalement obsolète face à l'armement moderne dont dispose l'Italie. Mais il y a l'effort de guerre. Vous savez bien quel est le nerf de guerre. Et c'est là, peut-être, la clé de la victoire. Alors, il faut comprendre que l'armée éthiopienne avait, contrairement à ce qui se passait bien avant, avait une organisation qui permettait aux soldats d'avoir une solde. Une solde, bref, un pécule. Et donc, il faut savoir que face à la famine qui va frapper l'Éthiopie et donc aux guerres répétitives dans les campagnes, donc les paysans éthiopiens vont être affaiblis, donc ils ne pouvaient plus donner à manger aux troupes, etc. Donc c'est très compliqué. Parce qu'en fait, le système, c'était un système vraiment, il fallait être habitué à la guerre pour y penser depuis longtemps. Chaque soldat, en quelque sorte, était comme un métayer d'un lopin de terre, et l'effort qui sortait du travail de l'agriculteur servait, à un moment donné où c'était arrivé à un point de sophistication, chaque soldat était finalement comme un agriculteur, mais qui avait des travailleurs pour lui. Mais ce qui est intéressant, c'est que le roi va dispenser les paysans de nourrir les soldats avec leur bétail. Seules les céréales pouvaient être prises. Donc ça, c'était le système qui avait longtemps prévalu. Mais lorsque la famine va frapper les campagnes avec les guerres successives, donc c'était très compliqué, le roi va signer un décret qui va annuler les dettes et qui va donc permettre aux gens de souffler économiquement et financièrement. Et donc c'est comme ça que Ménélik va se célébrer comme étant une figure maternelle qui prend soin de son peuple. Et donc donc l'attachement de la population d'Éthiopie vis-à-vis de ce monarque est très important. Et lorsque le monarque va lancer son appel en disant voilà, tout le reste de l'Afrique a été envahi par l'Europe, le reste de l'Afrique a été réduit en esclavage, et nous avons été jusqu'à présent le seul pays qui n'a jamais été vaincu face aux puissances extérieures. Donc cette combativité légendaire de l'Éthiopie va être rappelée par le souverain à son peuple, et le peuple va se lever comme un seul homme. Le patriotisme est au cœur de cette résistance. Absolument, le patriotisme est au cœur, tout à fait. Alors même qu'il n'y avait pas, quelques années seulement en arrière encore, une unité entre ces différents États qui étaient, que ce soit le Tigré ou le Showa, dont est originaire Ménélik, il n'y avait pas une pacification permanente entre eux. Mais là, ils ont su s'unir. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'à la mort de l'empereur Johannes IV, Johannes avait clairement désigné son successeur en la personne de son fils, Ras Mengesha, Johannes qui devait donc succéder à son père. Et Ménélik prend le dessus. Et donc c'est lui en fait qui va prendre le pouvoir, qui va être couronné empereur avec son épouse, l'impératrice Taïtou. Donc normalement Mengesha et Ménélik ne s'entendaient pas, puisque Mengesha avait des velléités pour occuper le trône de ses ancêtres, et ce trône est occupé par Ménélik. Donc c'était des ennemis. C'est pour ça qu'on parle du roi des rois, parce que c'était des royautés tout autour. Tout à fait. Qui ont été fédérées quand même à un moment donné par le plus fort, qui a été Ménélik à ce moment-là. Voilà. Parlons du rôle de sa femme, c'est quand même important, par ces temps, Taïtou, Bétou. Voilà, Bétou, oui tout à fait. Donc c'est une femme remarquable, parce que cette femme avait compris la duplicité des Occidentaux et avait très très vite conseillé à son époux de ne surtout pas traiter avec eux, parce que c'était pas des gens fiables. Et en l'espèce, elle avait raison, puisqu'il y avait des arrière-pensées hégémoniques. Et elle va tout faire pour dissuader son mari de signer ce traité. Bon, malheureusement, il va quand même le faire, sans mesurer en fait ce qui se cachait derrière. Et puis finalement, le pot-aux-roses va découvrir. Donc Taïtou va participer directement
donc à l'effort de guerre, puisqu'elle va disposer de 5000 hommes qui étaient sous son commandement direct. L'empereur Ménélique lui-même va disposer de 30 000 hommes. Le Ras Makonnen, qui est le cousin de Ménélique, le père du futur Haïlé Sélassié, va disposer d'à peu près 15 000 hommes. Et puis les autres qui était soldats. Un héros de cette guerre aussi. Hein. Absolument. Le reste des troupes, donc grosso modo c'était 100 000, va être dirigé par différents races, dans le fameux Ras Alula, qui va jouer un rôle très important. 10 minutes d'émission. Et puis la reine, l'impératrice, elle est au combat. Elle est au combat, tout à fait. Elle mène combat, elle soigne les prisonniers de guerre. Ce sont les femmes qui ravitaillent les soldats principalement. Elle amène au combat sa fille, la princesse Zaiditou. Et ce qui est très intéressant, c'est lorsque le rapport de force est en train de pencher en faveur de l'Italie, elle va galvaniser les troupes en criant avec les femmes qui étaient avec elle. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous reculez, il est hors de question. En avant, vous pouvez vaincre et vous allez vaincre. Et donc c'est comme ça que les troupes commandées par Oreste, donc le général Oreste, lorsqu'ils vont quitter très très tard la nuit leur position pour arriver à Adoua, ils étaient partis il y avait 3 brigades qui devaient donc arriver en même temps. Et malheureusement, il va y avoir un cafouillage puisque les Askaris, alors ça c'est très intéressant, les Askaris... Ensuite on accélère parce qu'il reste très peu de temps pour la fin. L'information sur les Askaris. Les Askaris, qui étaient donc les troupes auxiliaires, étaient fidèles au roi. Les Askaris vont donner des informations très très importantes à l'empereur Ménélique. Double jeu. Voilà. Et les Askaris vont donner des fausses informations aux Anglais. Donc, aux Italiens et donc finalement à 10h30, après 10h30, la bataille d'Adoua a été gagnée par... Parcourons rapidement, parce qu'il nous reste moins de 10 minutes d'émission. Les leçons à tirer de tout cela. On a noté le patriotisme, l'unité. On a noté l'organisation militaire, la préparation. La discipline. La discipline. C'était très très forte. Donc l'armement, il faut s'armer. De toute façon, on ne fait pas la guerre. Enfin, on connaît la chanson. On a noté le renseignement, chose très importante. Mais ça, c'est le paradoxe de cette guerre. Il gagne la guerre, et maintenant dans la négociation, le traité d'Addis Abeba, où l'Italie est couchée, doit accepter toutes les concessions éthiopiennes, il manque peut-être le coche. Alors, en substance, ce que réclame Ménélique de l'Italie, quitter la ville d'Adigrat, renoncer publiquement à toute ambition sur l'Empire, retirer ses troupes de la frontière établie par le traité de Wuchale, etc., etc. L'Italie signe. Mais l'Italie est laissée quand même aux portes du royaume, où elle était établie depuis longtemps maintenant en Érythrée, et va devenir une espèce d'État commercial, parce que ça, ce sont les autres volets de tout ça. Il y a d'ailleurs un spécialiste de la géopolitique qui dit que l'Éthiopie a gagné la guerre, elle a résisté au colonialisme, mais elle est entrée de plein pied dans le néocolonialisme. Par exemple, la banque éthiopienne est créée en 1906, ce genre de choses. Donc, explosion du commerce, parce que avec le détroit de Suez, le canal de Suez, explosion du commerce dans la région. Donc c'est un empire prospère, fort militairement, c'est une puissance. C'est une puissance qui a été affaiblie, puisque les pertes sont considérables. Il faut savoir que l'armement dont disposaient les Italiens était l'armement dernier cri. Donc il a fait des ravages terribles au niveau de la population. Donc il y a eu la famine, il y a eu les différentes campagnes qui ont tué une grande partie de l'armée. Il faut savoir que, par exemple, à l'époque de Théodoros, qui avait plus de 100 000 hommes, lorsque les Anglais envoient... Mais il y avait quand même d'autres rois de la région qui souhaitaient que les Italiens s'en aillent définitivement. Ben en fait, c'était les Anglais et les Italiens étaient de connivence, puisque les Italiens se sont installés sur la côte orientale de l'Afrique. Non, je parle de rois éthiopiens, pardon. Ah oui, par exemple, très intéressant, je vais parler de l'exemple de Ras Mengasha. Ras Mengasha avait reçu des armes de l'Italie, puisque l'Italie avait proposé à Ras Mengasha en disant, voilà, écoute, normalement c'est toi qui dois occuper le trône, nous te proposons des armes, tu prends le pouvoir et puis on va travailler ensemble et tu chasses Ménélique. Et Ras Mengasha va aller voir Ménélique et va dire, Ménélique, mon frère, voici les Occidentaux m'ont donné des armes pour te tuer. Utilisons ces armes pour les tuer, toi et moi. Ah bah, voilà. Et donc ça c'est... Je sais pas si c'est un bel exemple. C'est un exemple d'unité africaine face au danger que représente une invasion quelconque. Et c'est ce qui nous manque un peu actuellement. Vous connaissez mon humour, non? Vous connaissez mon humour noir. Mais parce que cette faiblesse, avouons-le, dans la négociation diplomatique, elle ne s'est pas produite qu'en Italie. On connaît... on en parlait tantôt de Haïti, où tout seul, l'ouverture, il a gagné la guerre, et puis il va signer un contrat tout seul, et puis il se fait arrêter. Oui, c'est-à-dire que dans l'art de la guerre, il y a un facteur
déterminant, c'est la connaissance de l'ennemi. Et on a eu malheureusement certains de nos leaders qui ne maîtrisaient pas en fait la psychologie de l'Occident. Qui était une psychologie très agressive, très raciste, et qui n'a pas cessé de l'être, hein, puisque malheureusement aujourd'hui encore les choses n'ont pas beaucoup changé vis-à-vis du mépris qu'on a vis-à-vis du monde noir. Et donc Toussaint Louverture, c'est un très bel exemple d'un grand général, brillant tacticien, brillant stratège, qui avait vaincu l'armée la plus puissante d'Europe, l'armée de Napoléon, l'armée de l'Empire britannique, l'armée de l'Empire espagnol, mais qui va se jeter dans la gueule du loup parce qu'il faisait confiance. Il pensait qu'ils allaient avoir l'esprit chevaleresque, voilà, on va parler, donc il est hors de question que vous m'arrêtiez. Revenons à notre Éthiopie, puisqu'on est dans les tout derniers temps de notre émission. L'Éthiopie ne va pas profiter de sa victoire parce que Ménélique pensait que le fait d'avoir infligé cette victoire, cette défaite à l'Italie, était suffisant pour calmer les velléités hégémoniques de l'Italie. Donc c'était pas la peine de pousser le bouchon en les expulsant définitivement de l'Afrique. Vous savez, ça a été une erreur. On a notre aîné, notre tonton Manu Dibango, qui nous rappelle souvent une belle phrase qu'on ne doit pas oublier. L'ennemi ne dort jamais et l'Éthiopie va le payer. En 1935, Mussolini va... En 1935, on a quelques images qu'on peut voir rapidement, même si on ne les voit pas en entier, de l'invasion italienne, enfin du départ. Qui va utiliser des gaz chimiques pour détruire... Du départ des Italiens. Vidéo de propagande mussolinienne pour doper le moral des troupes qui vont être envoyées en Éthiopie, en Abyssinie, comme on disait à ce moment-là. Voilà, on présente l'Éthiopie comme ce que vous avez vu là. Comment des sauvages, comment des personnes atteintes de lèpre, comment ces gens ont pu nous vaincre, laisse entendre Mussolini de manière subliminale dans l'esprit des troupes. Voilà un petit peu pourquoi il faut savoir ensuite s'imposer après une victoire militaire. Parce que du temps a passé, 40 ans après, les Italiens reviennent, plus déterminés que jamais. C'est aussi une leçon. C'est une leçon et l'Italie va débarquer avec un armement encore plus moderne que lors de la dernière bataille. On a appris à tuer en masse. Là. Donc là, c'est la guerre chimique. Ils vont gazer les campagnes, donc ils vont empoisonner des puits. Donc les gens vont être décimés. La peau des paysans, des Éthiopiens, va être attaquée, agressée par ces gaz qui vont être répandus par l'aviation italienne. Donc il y a l'aviation, il y a les chars, il y a l'artillerie, il y a tout, absolument tout. Et donc l'occupation italienne va durer quelques années, hein, ça ne va pas dépasser 4 ans. Mais malheureusement, l'Éthiopie n'a pas tiré toutes les leçons des erreurs du passé, notamment lorsque la SDN va être créée en 1919 voilà, tout à fait. Donc la Société des Nations, la mère de l'ONU, financée par un impérialiste en la personne de Cecil Rhodes, qui rêvait de relier l'Afrique du Sud au Caire. Cette Société des Nations, en fait, était c'est la continuité de Berlin, n'ayons pas peur de dire. Un instrument de domination exorbitant. Et l'empereur Haïlé Sélassié, donc le fils de Ras Makonnen, va aller à Genève, va aller devant la Société des Nations, demander aux nations européennes qui étaient en traité avec lui, puisqu'ils avaient signé un traité de paix pour ne pas s'agresser entre eux. Et donc tout pays membre de cette société pouvait recevoir l'assistance des autres pays signataires. C'est l'ancêtre de l'OTAN. Et malheureusement,
malheureusement, pour Haïlé Sélassié, qui n'a pas compris la duplicité des Occidentaux, il ne va recevoir aucune aide. Et il va simplement demander, écoutez, je ne veux pas que vous agressez l'Italie, mais donnez-moi la possibilité d'acheter des armes pour que je me défende. Et il ne va jamais recevoir les armes en question, donc son pays va être envahi. Et donc ça va être... Il nous reste 2 minutes. De toute façon, dans une émission comme celle-ci, on ne peut pas dire grand-chose de plus. Je vais vous laisser conclure quand même. Le politologue a peut-être quelque chose, parce que ce qui concerne l'Éthiopie concerne tout le continent. Tout à fait. La victoire de l'Éthiopie à Adoua a été un traumatisme pour l'Occident, surtout pour l'Italie. Qui, dans la psychologie ambiante de l'époque, ne pouvait pas imaginer que des nations dites inférieures puissent vaincre une nation supérieure ou des nations supérieures. Hein, je rappelle que lorsque les chevaliers de l'ordre de l'Hospital ont vaincu l'armée de l'Empire ottoman, de la Sublime Porte, des cloches de toutes les églises dans l'Europe ont sonné pour célébrer cette victoire de ces chevaliers européens face à l'armée turque. Et donc lorsque l'Éthiopie défait de manière humiliante l'armée de l'Italie, dans l'Europe, c'est quelque chose d'inimaginable, c'est un traumatisme. Comme Haïti a représenté un traumatisme pour les puissances occidentales qui ont tenté d'asservir les Africains de cette région du monde. Et ils ont payé, tous les deux d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui. Ils ont payé. Sauf que l'Éthiopie s'est relevée. Ils ont payé le prix fort, et c'est vrai que l'Éthiopie, la leçon qu'elle nous donne à partir de son histoire, de sa victoire sur l'hégémonie des puissances étrangères, c'est l'unité. C'est la mise à l'écart de toute velléité, de toute division intérieure, et aussi mettre de côté les ambitions personnelles face à l'enjeu de l'intérêt national qui a été déterminant. Je rappelle l'exemple de Ras Mangesha qui a accepté de mettre de côté sa rivalité avec Ménélik pour affronter l'ennemi commun. Il y a aussi l'organisation, il y a aussi la discipline. Hein, l'armée ne devait pas piller dans les campagnes, ne devait pas utiliser sa force pour racketter donc la population. Donc l'armée était très disciplinée et la population avait un rapport tout à fait normal avec son armée qui était supposée la protéger. Et malheureusement, aujourd'hui dans nos pays africains, vous avez une forte disparité dans les puissances armées, puisque c'est souvent les gardes présidentielles qui détiennent l'armement le plus sophistiqué. Et on ne peut pas... Et que la guerre se prépare, et que le monde ne s'est pas fait, le monde n'a pas été créé par des moines bouddhistes, disons les choses de cette manière-là. Oui, on sourit peut-être parce qu'on est quelques 118 ans après, mais c'était violent, c'était dur. Mais cette Éthiopie, peut-être même la plus vieille nation du monde, le plus vieil État, le plus vieux royaume structuré. Vous voyez les déformations qu'il y a entre l'Éthiopie qui est citée en exemple, même dans les livres sacrés. On allait en voyage en Terre Sainte, en Éthiopie, et une mentalité qui, au XIXe siècle, les prend pour des sauvages. Nous aussi, nous, encore aujourd'hui, on est victimes de ces retournements de l'histoire. Ça fait partie des choses qu'il faut comprendre. Savoir, comme le dit notre tonton, que l'ennemi ne dort jamais. Aujourd'hui, on a beaucoup de travail. Mais ça doit peut-être passer par le premier travail qui a été fait par l'Éthiopie, c'était l'unité. Bonsoir, je vous retrouve dans 15 jours, puisque j'ai retrouvé mon rythme normal. On va parler d'un autre pays qui était à Berlin, c'était les États-Unis, mais qui a toujours joué un rôle caché depuis cette période-là déjà. Bonsoir, merci beaucoup, Monsieur Okemba Muchongo. Rentrez bien, longue vie à votre association qui a besoin que l'Afrique l'accompagne, la soutienne, parce que ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Je demande à nos chefs d'État de nous aider à construire ce mémorial des héros africains. Merci beaucoup, bonsoir.